Et bonjour Sylvie, Bonjour Eva. et je suis heureuse d'être avec toi aujourd'hui pour faire l'investigation numéro 142. Et Dont, moi aussi. merci. Et donc, dont tu ne te connais pas les sujets, comme d'habitude pour toutes les sessions. Donc, juste pour nous présenter, moi c'est Elettra, une opératrice de la team Grifasi, et toi c'est Sylvie, une opératrice et support pour l'Académie Grifasi. Et aujourd'hui, on est ensemble pour ce protocole mixte, donc avec une partie fixe et une partie libre. Et quand Ok. tu veux, on pourra commencer. Bien. Prends déjà une profonde inspiration et pendant ce temps, tu te détends complètement. En inspirant, tu relâches toutes les tensions, toutes les pensées et tu vides ton esprit. Je vais compter des 10, des 5 à 1. Pendant ce temps, tu te détends. 5. Et chaque chiffre est un palier qui t'accompagne en profondeur. 4. À partir de ces moments, même chaque petit bruit t'accompagne dans une profondeur, dans une détente, davantage. 3. Détendu, calme et détendu. 2. Continue de respirer calmement. Et je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes au terme ayahuasca et tu me dis quelles sont le premier image ou le premier ressenti que tu as. 1, 2 et 3. J'ai entendu le mot. J'ai la forêt amazonienne tout de suite. Oui. J'ai vraiment l'image de la forêt, d'une plante, de quelqu'un qui broie une plante dans un mortier pour faire une préparation. Alors ça fait une espèce de jus noir, quelque chose comme ça. Bien. J'ai le mot bleu aussi qui me vient, comme c'est pas ça, mais un peu comme l'indigo, qui est aussi une plante et qui donne cette couleur bleue là-bas. Ça m'évoque aussi ça. Mais la couleur est, enfin la couleur du jus qui sort là de ce mortier, c'est un peu noirâtre. Oui. Mais bon, il y a le mot bleu quand même. Très bien. Oui, tu rajoutais quelque autre chose? Et du coup, il y a un homme euh, qui fait cette opération-là. J'ai l'impression qu'il est dans une... enfin là, j'ai l'étape de préparation du coup de la plante et je ressens
un état méditatif un peu, enfin, comme si, ouais, ça le mettait dans un état méditatif de faire cette préparation. Et comme si, du coup, ça fait partie du processus aussi, quoi. C'est pas juste prendre boire la potion, enfin, la préparation, mais comme si le voyage chamanique commence déjà avant, au moment de préparer, peut-être même encore avant d'aller récolter la plante, etc. Que c'est tout un processus, en fait. Oui, je vois. Intéressant. Comment tu te sens à regarder tout ça? Ah, très bien. Très bien. Rappelle-toi, tu peux rester à distance ouais, pour l'observer plus facilement, sans, Mhm. sans être impliqué avec des ressentis physiques. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de ressenti physique. Bien, bien. Observe maintenant les effets que l'ayahuasca génère et ceux que elle peut générer dans le corps mental. Premier mot qui est venu, c'est hallucination. Oui. Euh, oui. Donc, ça crée en fait finalement une sorte de confusion au niveau du corps mental qui fait que les connexions qu'on fait habituellement, les informations que le cerveau traite habituellement, c'est comme si c'était chaotique. Est-ce que c'est plus traité de la même façon ou est-ce que c'est parce que le traitement justement de l'information est différent? Ça, je suis pas très sûre. Et donc ça produit des images dans le cerveau. Enfin, le cerveau va produire des images sous l'effet de cette préparation. Donc là, du coup, a priori, c'est le corps mental quoi, qui produit des images et qui sont ouais, des hallucinations, quoi. Comme si, euh, comme si tout d'un coup, il se mettait à fonctionner en roue libre, un peu comme dans les rêves, en fait, quand Oui, tout plein de données se réorganisent d'une façon qui, avec notre façon de penser en ordinaire de jour, on va dire, ne fait pas de sens. Ça se rapproche de ça, je trouve, je sens. bien, c'est très bien. C'est très bien. Observe maintenant les effets que l'ayahuasca génère ou qu'elle peut générer dans le corps émotionnel. Beaucoup de peur, je sens, enfin, je perçois. Une espèce de panique parce que le, le mental est perdant le contrôle, mais comme c'est pas dans une situation ordinaire de sommeil, par exemple, Oui, ça crée de la peur, même de la panique éventuellement chez certains. Là, là du coup, tout à l'heure, au tout début, j'étais vraiment avec, on va dire, un chaman ou je sais pas trop comment il s'appelle. Mais là, je sens que je suis du point de vue du tourisme chamanique, on va dire. oui, C'est chez des gens qui sont pas du tout préparés et qui n'ont aucune idée finalement de ce qui va leur arriver. Alors, je sais pas si je continue dans cette voie ou si j'essaie de voir pour des personnes qui le font dans un cadre rituel, on va dire des autochtones, tu vois ce que je veux dire? Euh, le premier qui te vient euh, à l'esprit, qui te vient. Ça, c'est la peur qui est créée Oui, par cette perte de contrôle et par l'impression qu'on ne sait pas du tout ce qui peut nous arriver. oui. Voilà. Si tu veux rajouter aussi celle des autochtones, c'est qu'ils ont l'habitude de le faire par culture, tu peux. Là, je sens qu'il y a plus de contrôle, en fait. En tout cas, il n'y a pas cette peur parce qu'il n'y a pas il n'y a pas forcément cette sensation de risque qu'on peut avoir quand on va en tant que touriste. Parce que pour les personnes de là-bas, ça fait partie, c'est un aspect de la vie
quotidienne. Je dis pas que tout le monde fait ça tout le temps, bien sûr, mais ça fait partie des choses qu'on connaît. Donc, il n'y a pas cette angoisse liée, alors peut-être la première fois, peut-être, mais il n'empêche parce que d'autres qui sont passés par là sont autour, on se connaît, quoi. C'est plus ou moins du connu. Donc, il n'y a déjà pas ces sensations-là. Donc, j'ai l'impression que comme ce qui pourrait être un obstacle avec ces émotions négatives n'existe pas, du coup, il y a beaucoup plus de contrôle et finalement de compréhension des visions. Ah, d'accord. Ça n'empêche pas que c'est une expérience forte, même si on passe par des émotions fortes, mais il y a plus de compréhension dans le fait que ça fait partie du processus et que du coup, que ça se terminera à la fin du processus et que tant qu'on est dans le processus, on a quelque chose à y faire. Donc, on va peut-être plus se focaliser justement sur les images, sur ce qui est vu pour apporter une compréhension, puisque s'il y a un voyage chamanique comme ça qui est entrepris, c'est pour une raison. C'est pour aller chercher une information. Oui. Donc, pendant ce voyage, entre guillemets, je dirais les autochtones vont se concentrer sur ce qu'ils sont venus faire là, en fait, chercher l'information, recueillir de l'information, tandis que des personnes qui viennent là en tant que touristes, ils viennent vivre une expérience, mais pas forcément avec un but aussi, enfin, une raison aussi précise. Donc, il y a beaucoup plus le côté émotionnel et comment dire, les submerge beaucoup plus. Oui, oui, c'est très clair. Observe maintenant les effets que l'ayahuasca génère ou que peut générer dans le corps sexuel. Au niveau sexuel, au niveau du corps sexuel, il y a comme quelque chose, le ressenti d'une force, comme une pulsion euh, qui secoue le corps vraiment, même je pense physiquement, quoi, hein, Oui, euh, comme un état de transe en fait, avec quelque chose, ressenti de quelque chose qui est très puissant. Et c'est cette sensation-là qui, qui permet au corps mental de dire que c'est une expérience transcendante. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est oui, la force de ce ressenti-là qui permet de dire que c'est quelque chose qui nous dépasse en quelque sorte. Parce qu'il y a alors, c'est une espèce de montée comme ça qui vient et c'est peut-être ça qui génère du coup des émotions aussi fortes. Ça, je ne sais pas trop comment c'est lié. Et il y a une espèce de grande puissance qui émane du corps sexuel et qui finalement fournit l'énergie pour cet état de transe ou pour ce voyage. Comment dire? C'est comme si c'est pas la plante, comment dire? Si on regarde le processus, c'est le fait de boire, d'ingérer cette préparation va agir sur le corps, enfin sur le corps sexuel, sur cette espèce de pulsion d'énergie, comme ça, d'influx d'énergie très fort, qui va donc occasionner euh, une espèce de secousse émotionnelle et qui, au niveau mental, va créer ce, ce, comme des secousses aussi au niveau du cerveau, qui va donc produire toutes ces hallucinations. Je ne sais pas si c'est oui. très clair. Ah, c'est très bien exprimé, c'est très clair. Merci. Comment dire? C'est pas juste la plante. Alors, en fait, je sais pas, mais peut-être c'était mon image des, je sais pas, champignons hallucinogènes pour ce qu'on connaît mieux dans nos contrées, comme si finalement on voit ça comme un phénomène digestif qui va créer un désordre, qui va
désordonner le cerveau et créer des hallucinations. Là, j'ai l'impression que le processus, alors peut-être parce que c'est plus puissant, je ne sais pas, mais alors, ça crée vraiment quelque chose au niveau du corps sexuel. Alors, après, le système digestif, je ne sais pas à quel corps on le rattache, à vrai dire. Oui, après on pourra voir. Bien, Mm. très bien. Observe maintenant les effets que l'ayahuasca... non, pardon. Observe maintenant le rituel d'un point de vue euh, ésotérique. Donc la préparation de l'ayahuasca, tous ces rituels, d'un point de vue ésotérique. Que vois-tu par rapport à ça, dans le plan métaphysique? J'ai l'impression qu'il y a du monde au-dessus, hein. Comme si il y a plusieurs types, il y a des entités qui sont là et qui attendent et qui... C'est un peu festival de leur côté, hein, parce que du Oui, coup, moi, j'ai l'impression qu'ils sont à l'affût de peut-être des failles ou justement de ce déclenchement d'émotions pour aller manger, quoi. oui, Alors, j'ai l'impression que c'est ponctuel, que c'est pas forcément tant ciblé sur une conscience en particulier que, que savoir que à ce moment-là, puisqu'il y a ce rituel, puisqu'il y a cette chose qui se passe dans le physique, de l'autre côté, ils savent très bien que il va y avoir à manger et que peu importe. C'est vraiment l'image d'un festin où il y a un peu plein d'entités différentes et puis après, ils repartent, ils restent pas forcément liés nécessairement aux consciences qui sont là. d'accord, intéressant. J'ai l'impression que c'est pas parce qu'on a fait cette expérience et qu'effectivement on a beaucoup nourri d'entités à ce moment-là que on la ramène nécessairement avec soi. C'est pas, 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 pas forcément. Oui, Après, il y a du point de vue du chaman vraiment autochtone, lui, a priori, il a, on va dire, ses esprits un peu familiers, un peu habituels, qui du coup sont au rendez-vous aussi, et qui là, bon, ben, a priori, l'accompagnent de façon plus régulière. Mais je sens que il y a ce moment particulier. Et après, les connexions restent pas forcément dans la durée. oui, Voilà. je vois. Très bien, très bien. Y a-t-il des conditions que, selon toi, se répètent dans chaque rituel de préparation de l'ayahuasca? Oui, non ou partiellement? Je suis pas sûre de bien savoir ce que veut dire condition. Euh, Comme Euh, est-ce qu'il faut une disposition particulière avant de faire le rituel ou bien? c'est pas spécifié dans la question. Je suppose oui, soit ça et soit aussi comme des gestes, des actes dans les terres, en collaboration dans les terres. C'est, Ah, condition dans les terres, c'est-à-dire la condition des consciences qui vont se livrer à ce rituel. On euh, peut le comprendre comme ça. oui, oui, on peut. Oui, c'est vraiment assez vague dans la réponse, dans la question. Donc, Ouais. En tout cas, si on se place du point de vue de l'éther, les consciences qui font ça, c'est elles sont, c'est comme si elles ouvrent une porte. Elles ont choisi de faire ça, donc elles choisissent d'ouvrir une porte. Euh, et donc, ben, forcément, quand la porte est ouverte, il y a du monde qui entre, hein. oui, Euh, est-ce que tu peux reposer la question? Peut-être je vais... bien sûr. Oui, oui, que ça, la première chose qui te vient, et puis on verra dans la partie libre. Ouais, peut-être avec le La- mot condition, en focalisant dessus, ça sera plus clair. oui. Il y a je te la lis comment elle est la question. Y a-t-il des conditions qui, selon toi, se répètent dans chaque rituel préparatoire à l'ayahuasca?
Rituel préparatoire. Des conditions qui se répètent. Ce qui vient là, c'est une espèce de... C'est comme s'il y a un égrégore qui se forme entre les participants, justement, puisqu'on s'y prépare, et que du coup, tout le monde, mentalement en tout cas, tend vers une même chose, vers un même objectif, se prépare psychologiquement, on va dire, à ce rituel. Donc, ça crée une sorte d'égrégore dans ce groupe, au sein de ces personnes. Et du coup, ça génère un peu de tension, un peu d'inquiétude, un peu de ce genre d'émotion. C'est encore... il y a un côté un peu solennel. Et dans le côté solennel, il y a une forme de tension. Et donc le fait qu'il y ait une tension comme ça entre les personnes, nécessairement, ça crée une fragilité un peu. Ah oui, d'accord. Parce que c'est pas, il n'y a pas de la détente et de la désinvolture. Au contraire, il y a cette tension et cette conscience qu'il va se passer des choses et que donc du coup tout le monde est un petit peu vigilant comme ça. Oui. Donc ça crée une certaine forme de fébrilité, de fragilité au niveau énergétique. Oui. Il y a un peu de, comment on dit, d'appréhension, voilà, c'est ça le mot. Il y a une appréhension qui se crée. Très bien. Je suis toujours un peu oscillante entre de qui on parle. Parce que, enfin, le côté de tension, il est vrai aussi pour les autochtones, mais c'est pas la même énergie du tout, j'ai l'impression. Oui. Qu'est-ce qu'on regarde? Donc oui, il y a toujours cette comme division, cette façon différente de vivre. Ouais, Je vois. ouais. Comment tu te sens, Sylvie? Comment tu te sens, Sylvie? Très bien, tu Bien? m'entends? Très bien. Oui, oui, oui. Là, Ok, oui. Il y a eu un moment d'accord. une petite coupure. L'utilisation rituelle de l'ayahuasca, considérée comme une boisson sacrée, combine les rituels chamaniques et les influences chrétiennes inhérentes à l'église euh, des Santo Daime. Que perçois-tu au sujet de ces informations? Les croyances chrétiennes qui se sont rajoutées, c'est quelque chose qui est venu après comme une couche en supplémentaire et du coup, ça s'est un peu mélangé. C'est-à-dire que la compréhension s'est adaptée enfin, à intégrer le discours des, dominants, entre guillemets. Ça s'est greffé sur quelque chose qui existait déjà. Mais fondamentalement, j'ai l'impression que c'est juste une manière de formuler différemment. C'est un discours, mais ça ne change pas fondamentalement le principe Oui, de du rituel et de la pratique. C'est plus au niveau des représentations du discours qui est fait dessus. je vois. Que signifie l'utilisation de l'ayahuasca au sein d'un culte sacré à caractère spirituel, magique et ésotérique par rapport à une consommation hors de ces contextes? J'ai l'impression que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure Oui, aussi, hein. Euh, Au niveau de la pratique chamanique locale, il s'agit on le fait dans un but précis, soit le rituel est fait pour quelqu'un ou pour quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une information à aller trouver qui se trouve dans le monde ésotérique ou qu'on va demander auprès des esprits, ce qu'on appelle les esprits.
de là-bas, je veux dire, ce que là-bas ils considèrent comme les esprits. Euh, et donc, euh, ça, ça peut être pour quelqu'un qui est malade. Il y a l'idée d'aller... le voyage chamanique, c'est un voyage où, le chaman va travailler, entre guillemets, pour la personne malade dans les terres auprès de ses différents, nous on dirait sa conscience. Oui, Et en fait, c'est un peu la même chose que ce qu'on fait, mais avec une méthode différente et bien sûr pas conceptualisée exactement pareil, mais il s'agit d'aller retrouver la personne au niveau éthérique. oui, Et avec tout ce qu'il y a comme rencontre qu'on peut faire dans les terres. Et donc, c'est ça, ce voyage, d'aller soit chercher une information, soit retrouver finalement la conscience de la personne qui est tombée malade et la ramener auprès de cette personne. Voilà, comme si c'était la ramener, la réintégrer dans le corps d'une certaine manière. oui, Tandis que pour les personnes qui viennent faire du tourisme chamanique, on va dire, ben, il s'agit d'aller faire une expérience, comment on dit ça? C'est même pas forcément ésotérique, c'est plus une expérience, comment on dit, euh, comme quand on va prendre des acides ou des choses comme ça, oui. quoi, en fait. Mais je trouve pas le mot exactement. Enfin, je l'ai là, mais ça va venir. Le, un peu psychédélique, Oui. en fait. Ça, la recherche. C'est d'aller expérimenter un peu les limites de son corps aussi et de son esprit. Enfin, oui, de faire cette expérience vraiment complète avec l'idée qu'il y a cette dimension exotique. Déjà, clairement, il y a une recherche d'exotisme qui est liée à ça. Et aussi naturelle par rapport à des produits chimiques, on va dire, de synthèse qui peuvent aussi... Il y a quand même une dimension en plus avec aller faire l'expérience de l'ayahuasca. D'abord, il faut faire le voyage. Il y a le côté aventure aussi, l'exotisme, l'aventure. C'est un tout, quoi. C'est tout un package euh, qui évidemment a une autre dimension sur le plan de l'expérience que simplement aller dans une soirée à proximité de chez soi et prendre, je sais pas moi, des acides ou des choses comme ça. Évidemment, c'est pas la même chose. Mais Oui. quand même, il y a cette recherche de vivre cette chose, de cette expérience de limite. D'ailleurs, Oui. un peu à tout point de vue, même géographiquement, puisque c'est aussi, c'est pas rien d'aller dans la forêt amazonienne quand, du point de vue d'un Européen, par exemple. Oui, donc il y a une expérience assez forte en tout cas. Oui. Très bien. Veux-tu rajouter quelque chose? Oui, juste sur cet aspect, là aussi, c'est aussi tout un cheminement, du coup, parce que c'est quelque chose qui se prépare, qui se projette, du coup, et donc on s'en fait aussi des idées, et puis ça se met en place dans la durée, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Donc, c'est vraiment une expérience dans plein de domaines différents qui se situe avant et après l'expérience du rituel chamanique en lui-même, quoi. C'est bien plus vaste que ça du point de vue de la personne qui fait le déplacement depuis un autre pays, par exemple. Oui, Mm. bien. Cherche maintenant les conditions ésotériques que tu vois inhérentes à la notoriété qui est toujours croissante et à l'expansion conséquente dans le monde de l'ayahuasca, au point que même l'UNESCO commence à s'y intéresser. Que perçois-tu à ces sujets?
me vient là que peut-être, alors du point de vue de l'UNESCO aussi peut-être, mais du point de vue des personnes qui vont là-bas pour le faire, il y a non seulement l'exotisme, mais peut-être aussi, ils sont aussi portés par l'idée que c'est quelque chose qui fait partie enfin, c'est une culture particulière et que ça reste, il y a cette dimension un peu primitive, n'est-ce pas, dans Oui, l'image qu'on peut avoir de l'Amazonie, des personnes qui y vivent. Et, et c'est quelque chose qui est valorisé de plus en plus aujourd'hui. Euh, dans l'idée de préserver, de protéger un peu ces cultures, c'est lié à la prise de conscience des ravages qui sont causés par les sociétés capitalistes, par le libéralisme rampant et la conscience écologique aussi, en fait. Alors, ça, c'est dans le physique, par contre. La oui, question sur l'ésotérique, dans les dans les terres, n'est-ce pas? s'il y a des conditions ésotériques pour ça. Bien sûr, s'il y en a. Conscience, quand même, cette prise de conscience, justement, des questions environnementales, qui n'est pas seulement dans le physique, mais qui est aussi au niveau des consciences, de l'importance de protéger, comment dire, oui, ouais, je ne sais pas bien l'expliquer. Le, Donc on peut voir dans les terres aussi comme un intérêt envers la protection de tout ce qui est cet endroit, cette zone géographique. oui, c'est comme un égrégore, en fait, qui grandit, qui est très alimenté par les personnes un peu partout dans le monde, en fait, cette conscience-là, justement, les populations d'Amazonie, par exemple, les pygmées en Afrique centrale aussi, au Gabon par là, euh, ont cette conscience très forte de, 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 de l'équilibre avec la nature, du fait de faire complètement partie de la nature. Et, et aujourd'hui, avant, finalement, cet égrégore-là, ils étaient un peu tout seuls à le créer, quoi. Mais de nos jours, alors même si c'est pas exactement la même chose, mais j'ai l'impression que cet égrégore grandit, grandit, grandit. Et, et ça fait partie des motivations, enfin, c'est ce qui peut pousser des personnes à faire cette démarche aussi. Euh, dans les terres, cet égrégore est de plus en plus alimenté, donc grossi d'une certaine façon. Oui, je vois. Donc, et grâce à cet égrégore, il y a qui est assez présente. Il y a d'autres personnes qui peuvent rentrer en contact avec cette énergie et puis donc entamer le voyage pour le faire comme une appel. On peut parler d'une appel, Oui, 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 un peu l'envie d'aller l'énergie. ça, d'aller vraiment vivre ça, vivre quelque chose de fort, qui, qui peut-être même va bouleverser sa vie, quoi, qui sera vraiment il y aura un avant et un après de ce, cette expérience, oui. Oui, Il y a cet appel, oui, pour certains. Et en même temps, j'ai ça, et en même temps, d'un autre, je vois comme là, sur le côté aussi, un peu le point de vue des entités qui se réjouissent de ça, parce que ben, plus ça leur. Encore une fois, pour eux, c'est la fête aussi, quoi, ces moments-là. oui, Et, et donc, ben, de leur point de vue aussi, ils ont tout intérêt à l'encourager. Alors, pas forcément en tant que conscience de la terre, des questions environnementales et tout ça, mais plutôt dans ça sert leurs intérêts puisque ça crée cet appel pour des gens qui vont aller notamment se livrer à ce rituel chamanique. Donc ça les arrange. Alors, oui, pas tant du point de vue de la conscience environnementale, mais vraiment de
le fait de voir cet égrégore grandir avec cette traduction-là, ça prend cette forme-là pour de plus en plus de personnes, semble-t-il, bah, ça fait leurs affaires aussi. Oui, ça leur permet d'avoir une voie d'accès à plusieurs énergies en même temps. Ouais. Oui, c'est intéressant. On a terminé les protocoles fixes, donc je vais pouvoir profiter de poser des questions. Et, et cherche les moments, un moment dans lequel il n'y avait pas encore ce tourisme. Observe ces moments-là. Décris-moi l'égrégore qui est autour de l'ayahuasca avant que le monde civilisé, les mondes modernes ne connaissent pas cette plante. J'ai l'impression qu'il est tout petit D'accord. parce que finalement, ça concerne pas beaucoup de personnes. Donc, même si on prend les Achuars, donc les Indiens qui utilisent ça, ben, ils sont pas très nombreux en fait. Parce que je, ça, je sais pas très bien, mais et c'est pas sûr que toutes les populations d'Amazonie l'utilisent. Là, bon, ça, je sais que c'est une connaissance que j'avais déjà avant cette session, mais que les hachoirs l'utilisent, oui. Donc, on les appelle les jivaros aussi. Euh, mais je suis pas sûre que toutes les populations l'utilisent, ou alors peut-être pas la même plante. Donc, quand on dit ayahuasca, ça ramène à certains groupes seulement. Et Oui, donc, c'était pardon, un rituel qui était pratiqué en interne au sein de ces communautés, de ces groupes de personnes, mais qui sont pas forcément très importants en nombre. Donc, oui, l'égrégore est assez réduit en fait. Et il est surtout les représentations qui vont avec ça, elles sont aussi beaucoup moins, comment dire, là, aujourd'hui, si on compare, j'ai l'impression que tout ce qui se crée autour de ça en termes d'égrégore, justement, ça part un peu dans tous les sens, quoi. Il y a un peu de tout là-dedans. Tandis oui, que si on se place avant que ça devienne quelque chose d'un peu planétaire comme ça, euh, ben, c'était beaucoup plus limité. C'était lié à des choses beaucoup plus circonscrites, comme je disais tout à l'heure, autour de la médecine, d'une certaine manière, c'est-à-dire autour de la maladie, aller résoudre dans les terres un problème justement par rapport à une maladie ou pour aller poser une question précise par rapport à un problème rencontré. donc c'était sans doute pas fait par une curiosité ou pour une expérience Ah sans non, objectif. ah non, non, non. Oui, il y avait un objectif. Alors après, ça peut faire partie aussi de l'apprentissage chamanique. Donc pour pour les jeunes, je ne sais pas s'ils sont jeunes, mais les chamans qui sont en formation, en apprentissage, ça fait partie de l'initiation. Parce que, parce qu'en tant que chaman, ils vont devoir être capables justement de maîtriser ça et bah, s'ils sont chamans, c'est pour, ils ont un rôle précis à jouer au sein de cette petite société. Donc, il faut qu'ils puissent apprendre, être capables de remplir ce rôle. Donc, ça fait aussi partie de l'initiation, de l'apprentissage. Donc là, peut-être que dans ce contexte-là, il n'y a pas forcément un objectif très précis. Il faut plutôt s'habituer à cet état et être capable justement de maîtriser euh, bah, ses visions ou de réaliser ce voyage, quoi. Donc ça s'apprend. Oui, Dans ce cas-là, oui, il n'y a pas forcément un objectif aussi précis. oui, c'est comme un entraînement pour apprendre à utiliser encore une partie du cerveau, de la partie du cerveau rationnel pour Ouais, maîtriser la situation.
Ben oui, parce que c'est comme c'est une expérience quand même vraiment forte au niveau physique et au niveau psychique et au niveau de la conscience aussi, ça demande, oui, un apprentissage, un certain savoir-faire. C'est là que se trouve la grande différence avec l'expérience vécue dans le cadre du tourisme. Parce que dans le cadre du tourisme, en général, c'est une fois. On vit cette expérience et on en est complètement chamboulé parce que justement, on n'a eu aucun contrôle sur ce qui s'est passé. Puis en plus, on n'a pas forcément les connaissances ou en tout cas le savoir qui est véhiculé par, par la culture locale qui va avec et qui permet de mieux comprendre ce qu'on vit finalement. Donc ça, les touristes, ils l'ont pas forcément. Donc, tandis que les chamans, c'est un vrai apprentissage qu'ils font. Oui. Donc, ça implique que c'est une expérience répétée, vécue plusieurs fois. Faut-il avoir des prérequis, par exemple, pour devenir chaman dans ce sens-là, pour accompagner les personnes avec le voyage ayahuasca, des caractéristiques, des capacités déjà de communication avec Oui, les autres mondes? tout le monde n'est pas chaman, manifestement. J'ai l'impression que c'est plus des hommes, que ce sont plus des hommes, mais bon, ouais, c'est ce qui vient. Euh, et que oui, les personnes qui deviennent chamanes sont plus ou moins choisies par la communauté. Ils ont un certain nombre de prédispositions. Pour l'instant, je ne vois pas exactement lesquelles, mais en tout cas, ils ont une sensibilité particulière, même si beaucoup de personnes ont déjà, comparativement à nous, beaucoup plus de sensibilité et de perception du monde, de l'environnement, des perceptions beaucoup plus fines que nous. Mais Mais ces personnes-là ont effectivement... Il y a aussi, j'ai l'impression, une notion d'ancienneté, de savoir accumulé. C'est-à-dire que, ils- comment dire, ce sont des personnes qui ont déjà de l'expérience de la vie. Oui, Donc, il semblerait qu'on ne devienne pas chaman tellement jeune. Enfin, ça, ouais, c'est ce qui vient. C'est qu'il faut d'abord déjà une certaine expérience de la vie, une certaine compréhension avant de pouvoir euh, être apte à faire ce genre de choses. oui, aussi pour pouvoir mieux accompagner les personnes, pour pouvoir gérer les énergies que c'est nécessaire ça. Déjà pour soi, oui. Avant Oui, même de parler d'accompagner qui que ce soit, déjà pour être capable de soi-même supporter cette expérience quand même, parce que c'est quand même fort. C'est très fort même comme expérience. Et donc, il faut une certaine sagesse, voilà. C'est ça, le mot. oui. Au fur et à mesure de l'usage, surtout pour les chamans de cette substance, est-ce qu'il y a un danger pour le corps, la partie subtile? Là, on est toujours sur les chamans locaux, n'est-ce Oui, pas? oui, oui. En ce qui les concerne, j'ai pas l'impression que ça soit plus dangereux que- qu'autre chose. Parce que de toute façon, le fait que bon, qu'il y ait des interférences, ça c'est vrai pour un peu tout le monde. Donc, ça paraît pas plus difficile. En revanche, il se peut que dans certains cas isolés, il y ait une espèce d'accoutumance qui se fasse et du coup un peu un phénomène d'addiction qui là pourrait être problématique. Mais, mais j'ai l'impression que ce sont plus des exceptions. Peut-être des fois où bon, ça a un peu mal tourné, mais de façon générale, plutôt non. D'accord. Oui. Et pour ceux qui le font en tant que tourisme, que donc une fois seulement, c'est qu'ils arrivent des autres pays, leur partie subtile peut subir des changements, des conséquences, ou pas du tout.
Là, c'est vraiment individuel comme réponse. C'est-à-dire que pour certains, ça changera peut-être rien, en tout cas au niveau subtil. Par contre, ça peut changer très fort au niveau psychologique, donc plus lié à la conscience du corps, où ça peut être des chocs vraiment difficiles. Euh, Par exemple, ça me fait... Ce qui me vient, c'est que ça peut être le cas un peu de la même façon avec les expériences de mort imminente, où ça peut être très traumatisant, vraiment au niveau psychique. Et pour d'autres, ben, pour d'autres, évidemment, ça peut aussi avoir des conséquences pour la partie subtile, mais globalement, j'ai l'impression que si on va déjà faire cette démarche-là, c'est que de toute façon, il y a déjà une forme de contrôle quelque part au niveau de la partie subtile. Oui, comme une sorte de acceptation, de volonté aussi de vivre cette expérience. Voilà. Oui, Donc, à la limite, ça peut renforcer une interférence sur la partie subtile. Et ça peut, ouais, mais tout est possible en fait, c'est vraiment au cas par cas. Donc, ça peut même en ajouter d'autres, mais il y a des chances qu'il y en avait déjà avant de toute façon. oui. Il Mais y a la possibilité aussi qu'on enlève, qu'il y en a qui part suite à ça, ou qu'il y a un échange d'interférents. un échange d'interférents, oui. Euh, oui, D'accord. dans la mesure où ce qui se crée, vu que c'est une expérience collective, ce qui se crée est très puissant et donc peut attirer des entités qui vont prendre la place d'autres qui sont un peu plus, comment dire, puissantes éventuellement. Est-ce qu'on peut s'en libérer complètement grâce à cette expérience-là? Oui. Pas très clair. Ouais, c'est pas très clair. J'aurais tendance à dire que en théorie, il n'y a pas de raison. En théorie, tout est possible, mais dans les faits, ça me paraît pas évident. Je vois. Non, c'est très bien. Je vais voir si je trouvais une personne qui se serait libérée par cette expérience. Ouais, il y a quelqu'un qui me vient, D'accord. c'est quelqu'un que je connais sur Internet, tu vois, des réseaux sociaux. J'ai l'impression que peut-être, mais ouais, bon, pas très très clair là-dessus. Oui, de règle générale, il y a toujours, en tout cas, un accompagnement interférent. Dans l'expérience en Dans elle-même, oui, parce que oui, clairement, il y a du monde autour, il y a du monde dans les terres à ce moment, au moment de ce rite chamanique. oui, Euh, mais comme je disais tout à l'heure, j'ai effectivement la sensation que c'est momentané, c'est l'heure du festin, il y a plein d'entités qui viennent et puis après, elles, elles repartent éventuellement, pour la plupart, quoi. oui, c'est vrai. J'allais te poser cette question. Comme on a vu, comme tu voyais ça, en fait, c'est pas une obligation d'arriver là et sortir avec une interférence permanente. C'est C'est d'accord. ça. Mais bon, il y a des chances qu'en arrivant, on était déjà quand même. Si on est là, c'est que déjà, bon, Il y il a y a une quand même des... certaine participation à cette co-création. Ouais, c'est ça, voilà. Et voilà, tu peux déconnecter de ça. Et quand tu voyais, tu as observé au départ un homme qui était en train de préparer euh, la, la substance pour le rituel, Mm, qui braillait oui, l'ayahuasca, mm, et un état méditatif. oui. Et Enfin, lui, donc, c'est une sorte, oui, oui. et, lui, et donc, il était en état méditatif, déjà en communication avec des entités ou des êtres. Ah non, c'est D'accord, plus tourné vers l'intérieur. d'accord, C'est plus, comment dire, un état de très grand calme intérieur, tu vois. oui,
c'est en ça que je disais méditatif. C'est pas vraiment une communication transcendantale ou quoi. C'est plutôt un retour vers soi, comme ça, un état de paix intérieure, de neutralité au moment où D'accord. il... Et c'est très, comment dire, oui, neutre et en même temps calme comme ambiance, enfin très... Et il y a une espèce de lenteur comme ça. Il n'y a pas du tout d'agitation, au Je contraire. vois. Je vois. Et à quel moment commence, s'il commence bien sûr, à communiquer avec des entités, avec les esprits qui sont censés participer au Après rituel? avoir géré. Ça Que commence après ça? après avec les... Alors bien sûr, les entités sont déjà autour, hein, Oui. mais le, la communication, on va dire, plus ou moins consciente, quoi, euh, c'est après. Quand la potion, la préparation commence à faire effet dans le corps. Et donc, là, du coup, il y a cette ouverture, c'est comment... Oui, je vois quelque chose qui s'ouvre, un canal comme ça, quelque chose qui passe à partir de ce moment-là. Et ensuite, ben, c'est selon l'expérience de chacun. Soit c'est plus ou moins maîtrisé, soit c'est un peu chaotique. Oui, je vois. Mais les portes s'ouvrent à partir du moment où la boisson commence à faire de l'effet. Bien. Et on parlait justement, une fois que les effets commencent, que le corps mental commence à produire comme un état chaotique d'hallucination et de vision. Et pour les cas des autochtones, donc de ceux qui font ça par culture, ces voyages, ces visions appartiennent à leur espace énergétique, ou sont que des visions, ou peuvent être que des visions qui viennent comme ça dans l'esprit sans sens. Non, j'ai l'impression que ça, oui, ça appartient à leur espace énergétique. Ça correspond à, à vraiment un voyage dans les terres relativement conscient. Et justement, ce qui me venait juste l'instant d'avant, c'était que quand je disais quelque chose s'ouvre et c'est chaotique et tout ça, en fait, euh, je- c'est pour les, c'est comme si les consciences, elles étaient shootées quand même avec enfin, l'effet de cette préparation-là est si puissant que c'est comme si les consciences sont à moitié endormies, en fait, Oui, en tout cas pour les gens qui ne maîtrisent pas le processus. Et oui, du coup, toute la maîtrise du processus consiste justement à maîtriser cet effet-là, pas seulement au niveau du corps, mais au niveau vraiment de la conscience aussi. Donc, du coup, j'ai l'impression que ça affecte la conscience. C'est ce qui fait que les entités peuvent y aller sans donner à cœur joie parce que ben, les consciences, là, leur volonté est toute ramollo, quoi. Elles sont privées de leur volonté. oui, Alors que un chaman expérimenté va justement arriver à maintenir suffisamment cette volonté pour aller chercher des informations. bien. Et, Donc, ça change entre les deux expériences. Il y a une grande différence. ah oui, oui, complètement. J'ai Ouais. été coupée. Tu voulais dire quelque autre chose, pardon? Non, pardon, c'est moi, mais je reviens sur l'idée que du point de vue des chamans, justement, ce qu'ils perçoivent, c'est pas juste, enfin, c'est plus des visions que des hallucinations dans ce cas-là, même si le cerveau produit des choses, mais disons qu'ils ont des clés d'interprétation à eux qui sont liées à leur culture, qui, du coup, comme c'est fait dans un environnement qui leur est familier, avec tout le contexte a du sens dans cette expérience pour eux. Et donc, ce qui est aussi des hallucinations, mais interprété plus comme des visions parce que ils ont de quoi donner du sens à ce qu'ils voient davantage. Et c'est comme ils ont déjà beaucoup plus une idée de ce qu'ils vont voir Oui, par rapport à des personnes qui ne savent pas du tout ce qui leur arrive. Euh,
parce qu'ils ont en tête un certain nombre d'esprits qu'ils s'attendent à trouver dans ce voyage. Ça peut être un jaguar, ça peut être des forces de la nature, etc. Mais ils ont ces représentations-là qui guident un peu leur vision, en fait. Oui, donc c'est comme quelque part leur corps mental, même s'il est très pris par tout ça, et à mesure de décoder, déchiffrer tout ce qu'il voit. C'est très bien. Mais c'est plus organisé. Oui. Et Allez. tu voyais tout à l'heure, par exemple, le corps sexuel qui envoie comme la pulsion jusqu'au corps mental pour que tout ça puisse prendre Oui, et puisse commencer. oui. Est-ce qu'il y a quelque chose en relation au fait de la digestion ou c'est la première partie, ou tout simplement la première partie qui rentre en jeu dans ce rituel? Quand tu as dit digestion, j'ai vraiment senti comme une espèce de feu, de brûlure interne qui serait liée qui est liée à effectivement la digestion de la préparation, qui est qui demande beaucoup de travail au corps. Mais du coup, au niveau subtil, ça se traduit par un espèce d'embrasement aussi Oui, qui, qui fait comme une très grande énergie qui jaillit comme ça depuis le bas du corps et je sens comme monter comme ça et qui donc génère tous ces bouleversements. Donc, c'est vraiment le déclencheur de tout le processus et vraiment, c'est au niveau du corps sexuel. Et donc, l'activité du corps mental, c'est une conséquence de ça, et pas oui. l'inverse. Et observe maintenant la différence entre les deux expériences, donc celle parmi, par exemple, les touristes ou les chamans, c'est qu'ils le font vraiment avec une, une facilité, une habitude par culture. Euh, ils s'attendent à les chamans, ils s'attendent à ce déclencheur-là, puisqu'ils le connaissent déjà. Donc, ils s'attendent à cette montée d'énergie-là et du coup, pour eux, c'est le point de départ, comment dire, c'est le moment où ils savent que ça y est, quoi. Là, ils vont aller faire ce pourquoi ils sont là et suivre le voyage. Enfin, après, je ne sais pas très bien s'il y a des étapes, si c'est conceptualisé ou si c'est juste un décodage après coup de ce qu'ils ont vu. Mais en tout cas, il y a cette attente de ce moment-là où ils sentent le wow et ça y est, c'est parti. Et tandis que les touristes, ça les prend par surprise. Oui. Voilà. Et donc, c'est déstabilisant. D'où cette espèce de chaos et le fait que ça génère des émotions dans tous les sens et qu'il n'y ait pas de maîtrise de ça possible. Donc c'est vraiment là l'importance de pouvoir reconnaître les effets Mm. ces moments-là. Et, Oui. et comment il y a, si, et admettons, prenons par exemple une expérience parfaite par des touristes, s'il y avait plus d'informations données dans le processus, serait-il en mesure de gérer plus facilement ou pas au départ, ou peut-être pas? J'ai l'impression que ça dépend des personnes. Ça, c'est aussi au cas par cas. Mais il y a un minimum d'informations. Là, je vois une scène où il y a des touristes justement assis en cercle qui se préparent à vivre l'expérience et donc on leur explique ce qui va se passer, etc. Donc il y a un minimum d'informations, mais il y a quand même toujours un contraste entre le savoir mental de ce qui va se passer et l'expérience dans le corps de ce qui va se passer qui fait quand même toujours un peu un choc, quoi. Oui, bien Donc, sûr. même s'ils ont un minimum de connaissances, ça reste abstrait et quand ça se produit vraiment dans le physique, il y a toujours une espèce de surprise.
On est toujours un peu pris au dépourvu quand même, j'ai l'impression. Oui, très bien. Mais là encore, c'est individuel. Il y a des personnes qui vont gérer mieux que d'autres, quoi. Aussi pour les raisons qui ont peut-être poussé le voyage, chacun a sa raison en particulier. Oui, c'est ça. Il y en a ils vont avec des questions plus précises, une quête, quelque chose, enfin, un peu un objectif, et d'autres pour qui il s'agit vraiment d'expérimenter pour voir. Donc, bah, c'est pas le même voyage. Oui, bien. Mm. Je pourrais te poser des questions pour toute la journée parce que c'est très intéressant, mais pour ne pas sortir du protocole, je vais m'arrêter là et on attend la suite de l'ayahuasca prochainement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois là, que ça pourrait être intéressant en tout cas de partager? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là. D'accord. Euh, un, un, ch- un chaman, Un comme on chaman. dit. Euh, je- C'est vrai, je le ressentais depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il veut dire quelque chose? Oui, j'ai du mal à capter le message par contre. Lui qu'il peut utiliser le français ou une langue que tu connais pour te passer les messages. J'ai l'impression que c'est bien de faire connaître ça pour, euh, pour, pour, euh, pour reconnecter les gens avec leur conscience en fait. D'accord. Pour lui, c'est la seule façon pour reconnecter les gens avec sa propre conscience. Non, mais eux, c'est aussi quelque chose qui est une évidence pour eux et donc ils voient bien que c'est pas comme ça chez les Occidentaux. Ils voient bien les dégâts que font les Occidentaux ben, au niveau de la forêt, qui est leur monde et leur, comment dire, qui fait complètement partie, j'allais dire fait complètement partie d'eux, mais c'est plutôt l'inverse. C'est eux qui en font complètement partie et ils voient bien les dégâts causés et donc les atteintes qui sont faites à eux ou aux populations autour. Et il y a ce besoin de dire que, qu'on est en train de les tuer en fait. Et donc, le fait de faire connaître, de faire vivre cette expérience via le rituel d'ayahuasca, même si c'est quelque part dévoyé par rapport à l'utilisation qu'ils en font, euh, ben, il l'encourage, il dit faites-le connaître parce que ça nous fait connaître aussi. Ça fait, Oui. ça rappelle le fait qu'on existe et qu'ils ont envie de continuer à exister, bien sûr, et que parti comme c'est pas évident du tout, en particulier dans l'Amazonie brésilienne. Donc oui, c'est que il tient à dire que pour eux, qu'ils sont en accord en tout cas avec ce tourisme. C'est Oui, d'un certain point de vue, oui, même si ça chamboule un peu quand même des choses pour eux aussi. Euh, mais oui, ils voudraient en tout cas pouvoir en tirer profit, mais pas dans le sens pécunier, mais dans le sens de faire passer leur message, quoi. oui, Mm. intéressant. Comment il s'appelle lui? S'il peut si t'arrive quelque chose, autrement c'est pas. Ah ouais, Ah ouais, d'accord. Et il a un corps physique à présent? ah oui, je crois. Très bien. Donc il nous a perçus pendant cette enquête. Oui. Est-il en train de faire un voyage à ce moment-là, cet instant? Un voyage avec l'ayahuasca? Non, je pense qu'il dort. C'est Mhm. pendant son... Il voyage, mais pendant son sommeil. Très bien. C'est très intéressant. Comment il réagit à nous voir? Ce-
Je suppose que pour lui, c'est normal de voir des gens qui voyagent d'une façon ou d'une autre. Oui, du coup, oui, c'est une rencontre comme il en fait d'autres, mais il est content parce qu'on on s'intéresse à eux, quoi, à leur culture un peu. Et, et donc, d'où ce message de oui, oui, allez-y, faites connaître, faites savoir qu'on est là et qu'on est, comment dire, et il y a cette idée que ben, il lutte beaucoup pour préserver la vie, en fait, hein. Et c'est un peu, à la fois c'est triste et à la fois c'est beau. Et bien sûr, plus il y a de gens qui ont conscience de ça, mieux c'est pour la vie, tout court. Pour eux Oui, aussi, bien sûr, pour bien la vie. sûr. Est-ce qu'il a une pensée au sujet de ce que nous faisons là, de, mis à part l'enquête sur l'ayahuasca, mais de voyage en hypnose, comme nous le faisons? Une curiosité et une compréhension aussi. Parce D'accord. que c'est ce qui me venait tout à l'heure, au fond, c'est un peu la même chose d'aller rencontrer les parties subtiles. Alors, ça prend pas la même forme, mais l'idée d'aller à la rencontre des parties subtiles, ça, c'est quelque chose qui est commun. Et donc, il y a une forme de compréhension de ce qu'on peut faire. Par contre, euh, Par contre, de son point de vue à lui, les entités, c'est pas perçu négativement. Même s'il se rend compte qu'il mange aussi. Mais pour lui, c'est un équilibre. Donc, c'est pas bien ou mal. C'est oui, d'accord, ils mangent, mais en même temps, on fait appel à eux pour guérir, justement, pour aller chercher des informations. C'est un échange, quoi. C'est Oui. c'est pas perçu spécialement positivement ou négativement, c'est juste un état de fait. Oui, il accepte la situation qui peut se Ça, créer. c'est ça. Mais il y a une partie de moi qui a envie de lui dire, bah ouais, mais tu sais, on peut faire pareil sans eux. Oui, s'il veut prendre les informations concernant ce que nous faisons, il peut les prendre, s'il n'a pas déjà fait. Que les informations, bien sûr. C'est fait? Ouais, je sens qu'il y a ma conscience qui tape là, à la porte et qui dit, oh ouais. Oui, on peut lui donner toutes les informations, c'est un partage, donc nous avons été curieuses de voir ce qu'ils font et ça me Ouais, semble équilibré de faire le partage. ouais, ça m'intéresse. Très Ça lui bien, donne à penser. Ah ouais, bien. Tu peux remercier Awa, oui. tu peux déconnecter de lui. Bien. Et on se prépare pour le retour. Donc, Sylvie déconnecte de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et tu reviens dans tes énergies, tes magnifiques énergies, dans ton corps. Et tu commences par te régénérer. Ah, Tu je te suis ré- complètement régénérée. Cette rencontre, ça va booster. C'est vrai? Bien. Là, d'un coup, je sens que ça circule, ça circule. Autant pendant le moment de l'enquête, c'était beaucoup plus neutre, beaucoup plus. Mais là, en fait, c'est comme si je sentais le retour de ma partie subliminale à moi qui était pleinement là, la conversation et tout, comment dire, en joie de communiquer. Et donc là, je sens, waouh, ça y est, ça circule. Bien. Tu as profité de faire cette conversation en conscience, en pleine conscience. C'est vraiment Très ce bien. moment, c'est vraiment la conversation, là. Oui, on Avant, ressentait la joie de pouvoir communiquer de Hawa. C'était palpable. Donc, ouais, c'est bien. Alors, avec cette belle fréquence que tu es en train de produire, continue de, de la répandre dans ton corps et dans chaque cellule, avec le 1, complètement déconnecté comme tu es désormais. Et tu te sens de mieux en mieux. Chaque battement de cœur, tu te sens alerte, sereine.
et joyeuse de plus en plus. Avec les deux, tu peux apporter du mouvement. Tu reprends confiance avec ton corps. Les mains, les pieds, tu commences à bouger un peu. Le dos, rempli de joie de vivre pour poursuivre cette journée ou soirée. Et à toi, quand tu veux, tu peux ouvrir les yeux. Prends le temps qu'il faut. Je suis là. Bienvenue. Et merci. Et Mer- merci pour ce beau voyage. Merci à toi. C'était magnifique la quantité d'informations que tu avais. Donc, j'aurais continué pendant 2 heures. Mais voilà, Ah, on reste dans ouais, le protocole et puis on en fera des autres. c'était vraiment chouette. Et effectivement, peut-être si tu n'avais pas posé la question à la fin de savoir s'il y avait quelqu'un. Enfin, je le sentais quand même, mais je ne sais pas si je l'aurais dit, tu vois. Je le sentais depuis le départ, en fait. Quand on a commencé, je sentais qu'il y avait quelque chose. Donc, j'aime bien poser cette question à la fin parce qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Et donc, c'était sympa de Ouais, rencontrer quelqu'un avec qui échanger. ouais, Merci ouais. infiniment. Et là, c'est marrant parce que là, j'ai vraiment senti le retour de ma partie subtile et qui avait bien envie de discuter, Communiquer. enfin, d'être participer pleinement à la conversation aussi. C'était, Intéressant. ouais, Merci en tout cas. On se dit à la prochaine. Reste avec moi, je coupe juste l'enregistrement. Et merci à tous. et merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona
che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia,
noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle,
e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine
quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.